Voilà. Donc Clémentine Caillotot-Crucy intervient aujourd'hui. Elle est auditrice de l'IHEST et elle vient nous parler du labyrinthe de l'eau, puisque si on parle de labyrinthe, ça veut dire qu'on peut être aussi un peu perdu à certains moments. Et donc elle va nous expliquer comment comprendre, décider et surtout agir dans un cadre qui aujourd'hui est devenu assez spécial, puisque nous avons eu une conférence sur l'eau de l'ONU qui nous a amené à réfléchir à l'eau sous plusieurs plans, mais on se rend compte que la raréfaction de l'eau avance, qu'il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas, mais qu'on va peut-être comprendre aussi mieux en défrichant le labyrinthe aujourd'hui grâce à toi. Et il y aura aussi l'occasion de comprendre d'où tu parles. Et je veux simplement donner quelques éléments. Tu es docteur en sciences de la vie et de la santé. Tu es professeur dans un lycée professionnel et maire de Mardié dans le Loiret. Donc on a quelqu'un qui s'implique dans la vie en tant que citoyenne de sa commune et également donc qui enseigne. Et tu es notamment délégué eau potable et préservation des ressources et défense incendie pour Orléans Métropole. Donc agent élu à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, délégué départemental. Donc c'est tout un cadre d'élus et d'investissement dont tu viens nous parler aussi, et peut-être la capacité pour nous de voir comment de la recherche à l'action on peut penser l'eau aujourd'hui, et surtout par rapport à des étudiants en art qui réfléchissent peut-être la nature dans leur sens et dans leur forme de manière un peu singulière, et sans peut-être intégrer des éléments que tu vas nous faire passer aujourd'hui. Donc merci beaucoup Clémentine d'être présente aujourd'hui à ce séminaire qui est un séminaire transversal IHEST qui nous permet très certainement de faire se rencontrer différents points de vue issus de l'IHEST, mais aussi, je pense, nous apporte aujourd'hui des éclairages pour avancer chacun dans nos domaines. Donc à tout à l'heure pour les questions qui sont souvent inattendues, mais très intéressantes justement. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'aimerais vous amener un petit peu dans le labyrinthe de la gestion de l'eau, mais pas uniquement dans cette notion de science, mais bel et bien comment ça se passe en France pour gérer l'eau potable. Donc on va voir ensemble les cadres légaux, la gouvernance, financement, les enjeux de demain, et puis quelques données techniques. D'abord, qui suis-je ? Yann a fait une petite intro tout à l'heure. Comment suis-je tombée dans l'eau ? Puisque ce n'est pas un hasard. Donc, je suis scientifique de formation, on l'a dit, j'ai un doctorat de sciences de la vie et de la santé, pas dans le domaine de l'eau, mais comment une molécule de la patate douce pourrait nous aider dans le cadre des leucémies myéloïdes aiguës. Je n'ai pas trouvé encore de réponse effective dans un médicament, mais voilà. Je suis pédagogue d'évidence, en fait c'est parce que j'aime bien répondre à la question du pourquoi, et surtout parce que j'aime bien poser la question du pourquoi. J'aime pas trop qu'on me donne des directives sans savoir pourquoi. Et je suis élue par besoin d'action, puisque une fois que j'ai compris le pourquoi, je me débrouille pour que le pourquoi soit différent. Et donc qu'on puisse tourner un petit peu le navire dans le bon sens. Donc je suis maire d'une commune de 3000 habitants, Mardié, qui est une commune qui est située au bord de la Loire, le fleuve sauvage de la Loire, avec son risque de crue énorme, et qui est traversée aussi par un canal d'Orléans, et une rivière qui s'appelle le Sens. Sauf que le Sens déborde de temps en temps. En 2016, nous avons eu plus de 50 maisons qui ont été inondées. Et encore l'année dernière, au mois d'octobre, j'ai dû faire évacuer presque une cinquantaine de personnes en pleine soirée, puisque le Sens menaçait de déborder. Donc je me suis tout de suite demandé comment je pouvais agir.
eh bien, on peut agir au niveau local, mais on peut agir aussi en étant dans les instances de décision. En l'occurrence, je suis suppléante au CEPRI, au Conseil européen de protection du risque d'inondation. Et à l'EPL, c'est l'établissement public Loire qui gère les barrages et les digues de la Loire. Je suis déléguée à l'eau potable, à la défense incendie et à la préservation de la ressource en eau pour Orléans Métropole. Alors la métropole d'Orléans, c'est tout de suite 300 000 habitants. Donc c'est pas tout à fait le même enjeu que pour une commune de 3000. Et être délégué à l'eau potable, on verra tout à l'heure que c'est travailler sur des enjeux politiques tels que qui est-ce qu'on choisit pour la gestion de son eau potable, où est-ce qu'on fait les investissements, comment on discute avec la population pour comprendre quels sont les enjeux du quotidien pour l'eau, comment on travaille avec le monde agricole pour préserver la ressource, comment on travaille avec Cristalline ou avec les grandes industries agroalimentaires pour travailler sur l'eau. Donc il y a vraiment des enjeux importants. On est sur une ressource qui est variée et polluée. C'est-à-dire qu'on a des endroits où on a beaucoup d'eau, le puits de la France, la nappe de Bosse, parce que s'il y a du grain qui pousse au-dessus, c'est parce qu'il y a de l'eau qui est en dessous. Donc la nappe de Bosse, c'est une ressource quasi limitée, mais alors dans un état de pollution terrible. Et puis il y a des endroits avec la forêt de Sologne où on a moins de dégradation, mais quand il y a trop de sécheresse, il n'y a plus d'eau. Je suis élue à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc là c'est pour représenter les collectivités territoriales à cette agence de l'eau. Tout à l'heure je vous expliquerai un petit peu comment fonctionnent les agences de l'eau. C'est le bras armé, c'est le bras financier de la politique de l'eau en France. Donc c'est assez important d'avoir un pied dedans et de décider avec ses collaborateurs de ce qui s'y passe. Et je suis vice-présidente d'un syndicat de rivière, qui est le syndicat qui gère la rivière qui passe dans mon village. J'y gère les affaires financières, c'est pas tellement de quoi faire une conférence aujourd'hui, mais un syndicat de rivière, c'est lui qui va gérer tous les investissements pour renaturer la rivière et pour faire en sorte que cette rivière, elle inonde moins, mais aussi elle pollue moins et elle se pollue moins parce qu'elle sera moins sensible au ruissellement. On va y revenir tout à l'heure. En parallèle, déléguée départementale de mon parti politique, suppléante de mon député, c'est ce qui veut dire que je suis engagée dans la vie politique. Et je suis plutôt habituée à donner des cours à des CAP chaudronnerie ou à des bacs électricité. Donc je m'adresse à vous en toute confiance et je compte sur vous pour être cool aussi. J'aimerais d'abord connaître votre état de connaissance sur l'eau. Est-ce que vous pouvez me faire le plaisir de scanner ce QR code et vous en avez quelques secondes s'il fonctionne pour me dire ce que vous savez sur la politique de l'eau en France. Alors, voici ce que vous avez répondu. Vous connaissez au moins 3 bassins, il n'y en a que 60% d'entre vous qui sont capables de citer 3 bassins hydrographiques, en sachant que les bassins hydrographiques, c'est la maille de la politique de l'eau. La politique de l'eau se fait à 90% à l'échelle des bassins hydrographiques. Ici, on est dans le bassin Seine-Normandie. Celui-ci est assez facile. Vous êtes à peu près... Ah, c'est en train de s'intégrer. Vous êtes à peu près 50% à connaître la qualité de l'eau à votre robinet. À chaque fois que vous avez une facture d'eau, vous avez un relevé de l'ARS. Il faut savoir que l'eau, c'est l'aliment le plus contrôlé en France. 10 fois plus que tout ce que vous mangez. Alors là, vous n'êtes plus qu'un tiers à savoir distinguer le grand cycle de l'eau du petit cycle de l'eau. Pourtant, on vous l'a appris. Vous avez entendu parler, c'est pas facile à... Hop. Du principe pollueur-payeur. Alors on l'entend beaucoup quand on parle de pollution de manière habituelle, et bien c'est pareil pour l'eau. Donc quelque part,
il dit que le monde agricole, qui est un des principaux pollueurs, avec l'industriel quand même pas mal, a fort à faire et aura fort à payer pour la restitution du bon état. On va en parler tout à l'heure. Je sais quels sont les principaux polluants de l'eau. Vous n'êtes plus que 3 dans cette salle. Et alors là, je sais très bien qu'il y a un copain qui a commencé par me dire ça. Ça commence pas cette conférence. Je suis là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne sais pas à qui vous faites plaisir, mais je pense que c'est un plaisir partagé. Donc, bienvenue. Par contre, personne ici ne connaît les grandes lignes de la directive cadre sur l'eau. Et bien, en ressortant, vous saurez ce qu'est la directive cadre sur l'eau. On va repasser à la présentation. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? On met le petit mode plein écran. C'est la souris. Hop. Ok. Alors, grand cycle et petit cycle. Le grand cycle de l'eau, c'est ce que vous apprenez en CM1, chez nous. C'est le joli schéma avec les nuages, la montagne et la mer. C'est pas aussi simple que ça, ne vous inquiétez pas. L'évaporation, par exemple, elle ne se fait pas qu'au-dessus de la mer. Vous imaginez bien que les bassines, les lacs, il y a de l'évaporation. Et les plantes aussi. L'évapotranspiration. Au-dessus d'une forêt, il peut y avoir une brume qui se crée et hop, qui remonte dans les nuages. L'infiltration, elle ne se fait pas que en dessous des rivières. L'infiltration, elle se fait partout où le sol a une forme de perméabilité. Et elle se fait aussi par la biomasse, puisque la biomasse est un conducteur d'eau dans les deux sens du terme. Donc ça, c'est vraiment la version soft, premier étage. Si on parle d'eau potable, on va être sur le petit cycle de l'eau. Oh, il n'est pas très beau ce schéma, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc, le petit cycle de l'eau, c'est l'eau domestique. C'est l'eau que vous avez dans votre robinet, ou dans tous les robinets. L'eau est prélevée. Est-ce que vous êtes capable de me dire où est prélevée cette eau pour celle que vous buvez? Est-ce qu'elle est prélevée dans une rivière, dans un fleuve, dans les résurgences d'un fleuve qui ne part pas très loin, dans une nappe souterraine? Il y a plein de façons de prélever l'eau. Et en règle générale, on ne connaît pas l'endroit où est prélevée notre eau. Mais ça a des incidences très importantes sur la qualité de cette eau et sur la capacité du forage à rester actif. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Donc, moi, pour ce qui est de la métropole d'Orléans, j'ai qu'un seul niveau de prélèvement, c'est les eaux souterraines. Sauf que, même en n'ayant que les eaux souterraines, il y a les eaux qui arrivent de la Loire, c'est les résurgences de Loire. Quand il pleut beaucoup et que la Loire est haute, ces eaux, elles sont, on dit qu'il y a de la turbidité, c'est-à-dire qu'il y a un peu de saleté dedans. Et puis il y a les eaux très profondes de la nappe de Bosc qui sont protégées par plein de couches de calcaire différentes qui sont censées être filtrées 50 fois, sauf qu'une fois qu'il y a un polluant dedans, vous pouvez attendre avant qu'il s'en aille, puisqu'il faut à peu près 30 ans entre le moment où la goutte d'eau tombe sur la terre et le moment où elle finit dans votre verre. C'est le temps qu'elle traverse, le temps qu'elle passe d'un endroit à un autre, parce qu'il y a des rivières souterraines, et puis qu'on décide de la prélever, il faut beaucoup de temps. Donc une fois qu'on a prélevé cette eau, eh bien, il faut la traiter, parce que n'essayez pas de boire de l'eau de forage. Vous avez de grandes chances d'aller aux toilettes très rapidement et de finir avec une légère intoxication, puisqu'il y a des micro-organismes dans les eaux souterraines, encore plus quand on est sur des eaux de surface. Puis il y a des minéraux en très grande quantité, certains que nous ne supporterions pas, et puis quelques polluants, et en ce moment il y en a de plus en plus ou moins gros, plus ou moins faciles à traiter. Donc en règle générale, si on prélève une eau de très très bonne qualité,
la seule chose qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu d'eau de javel ou du chlore. Pourquoi? Pour que les bactéries ne se développent pas entre le moment où on la prélève et le moment où elle finit dans votre verre. Parce que là aussi, il faut un peu de temps. Quand elle est un peu moins de bonne qualité, on fait des filtres à sable, où on rajoute quelques petits produits pour inverser les pH. Rien de très méchant, ça va. Quand il commence à y avoir plus de polluants, par exemple des nitrates, on fait des filtres à charbon. Les filtres à charbon, c'est un peu comme un système de dialyse, mais assez simple. Le charbon fixe toutes les molécules assez petites. Il est assez efficace pour les petites molécules et toutes les molécules qui ressemblent aussi à des hormones, donc ça marche bien. Ça marche bien, sauf pour certains polluants encore plus petits, qui passent un peu partout. Et là, on est obligé d'utiliser la même chose que dans nos reins, c'est l'ultrafiltration. C'est-à-dire qu'on fait de l'osmose, comme quand vous allez en dialyse. On fait ça avec l'eau, pour enlever tout ce qui n'est pas H2O et le remettre dans le circuit. Donc il y a vraiment plein de traitements différents. Une fois qu'on a traité l'eau, ce n'est pas encore votre robinet. Parce que vous avez remarqué, quand vous ouvrez votre robinet, il y a toujours un peu de pression. Et qu'on l'ouvre ici ou à 2 km, on a aussi de la pression. Donc il faut faire monter la pression dans le circuit. Et pour ça, c'est les châteaux d'eau. En règle générale, c'est les châteaux d'eau, ou sinon c'est des bâches, des espèces de grosses bouillottes qui sont au sol et qui sont plus ou moins cachées dans des bâtiments. Ces châteaux d'eau, ils ont juste cette vocation à stocker en hauteur, et avec le poids de l'eau dans les circuits, ça crée de la pression. Et quand un château est dysfonctionnel, quand il a été vidé parce qu'il y a eu un incident électrique et qu'il n'a pas été re-rempli, par exemple, il n'y a plus d'eau au robinet. C'est vraiment le château d'eau qui permet de mettre la pression. Après, on a des surpresseurs le long du chemin pour être sûr qu'il y ait de la pression partout. Mais c'est cette vocation-là. Et contrairement à l'imaginaire commun, si je survole un château d'eau, je ne vois pas l'eau. Sinon, ce serait beaucoup trop dangereux pour les attaques. Donc au-dessus des châteaux d'eau, en règle générale, il y a un dôme, et puis dessus, vous avez toutes vos antennes téléphoniques. Et très souvent, on a des problèmes avec les antennistes qui montent sur les châteaux d'eau sans autorisation. Donc ça, c'est autre chose. On parlera du loyer des antennistes un peu plus tard. Donc une fois qu'on a cette eau qui est traitée, enfin prélevée, traitée, stockée, on la consomme. Alors on la consomme pour plein de choses, dont boire, mais boire c'est une infime partie de notre consommation. C'est vraiment epsilon. S'il n'y avait que l'eau à boire, il n'y aurait pas grand-chose. Et puis on la rejette, c'est les eaux usées. Et les eaux usées, elles partent en assainissement et elles refont le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elles retournent à la nature. Avant ça, il faut qu'elles soient épurées. Et cette épuration coûte aussi cher, voire plus cher, que tout le procédé dans l'autre sens. C'est vraiment un cycle où chaque étape a son prix. Et c'est important parce que tout à l'heure, on va parler du prix de l'eau, en se disant que l'eau, c'est pas quelque chose qu'on a le droit de monnayer, c'est un patrimoine. Mais ce qu'on monnaie, c'est pas l'eau en tant que telle. C'est l'accès au forage, c'est l'énergie pour la pompe, c'est les produits chimiques, c'est l'expertise scientifique pour pouvoir traiter comme il faut, c'est le foncier pour pouvoir mettre un château d'eau, c'est le prix d'un tuyau. 1 kilomètre de tuyau, ça ne doit pas être loin de 900 000 €. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qu'on a comme prix dans l'eau. Donc, l'épuration, il y a plein de systèmes différents. Mais sachez que plus on veut de l'eau de très bonne qualité derrière, selon les usages qu'on peut avoir, plus cette épuration va coûter cher. Et à l'avenir, cette épuration va coûter aussi très très cher parce que ce qu'on empêche, ce qu'on interdit dans les eaux que nous allons boire, certains polluants, on va interdire aussi aux collectivités de les rejeter dans l'eau épurée. On parlera tout à l'heure des PFAS. On s'arrache un peu les cheveux pour savoir comment on va traiter ces PFAS qui arrivent dans les eaux qu'on doit boire.
mais on va s'arracher le dernier cheveu qui va nous rester quand il va falloir faire en sorte qu'à la sortie des stations d'épuration, il n'y ait plus du tout de ces molécules-là. Parce qu'on va devoir les traiter 2 fois, puisqu'elles se reconcentrent et qu'on en a plein partout. Au passage, les PFAS, il y en a plus dans les cheveux de M. Darouge au milieu que dans les miens, parce que je suis plus jeune que lui. Et contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas plus de PFAS aujourd'hui, mais ceux qui ont plus d'expérience ont accumulé plus de PFAS dans leurs cheveux. Mais il m'en veut pas, je le sais bien. Donc votre mission, si vous l'acceptez, c'est de vous retrouver dans le labyrinthe de la politique de l'eau en France. Pour ça, je vais essayer de ne pas vous assommer, mais je vais vous redonner quand même le cadre légal et les principes de base, avec la législation française, la directive cadre sur l'eau et les objectifs spécifiques sur les eaux de surface et les eaux souterraines. On parlera après de gouvernance, de financement et d'enjeux. Alors, la législation française, elle a été initiée en 1964 et elle a été modernisée au cours des... Je sais pas si je vais y arriver. Au cours des années 2000 grâce à la directive cadre sur l'eau. En fait, le cœur de la législation française, c'est la directive cadre sur l'eau, son émanation française, et les artères, c'est les bassins avec les agences de l'eau. Il faut bien que vous pensiez que sans les bassins, il n'y a pas de politique de l'eau en France. Et sans les orientations européennes, il n'y a pas de politique de l'eau en France non plus. Donc en 1964, la politique de l'eau, c'était la loi sur l'eau uniquement, et elle visait principalement à un accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement des eaux usées. C'était la priorité numéro 1. Pour permettre cette priorité, il y avait une deuxième priorité qui était la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, sans avoir encore défini ce qu'était la préservation réelle. La prévention des risques liés à l'eau, alors il y a l'inondation, mais il y a aussi la sécheresse, les risques liés à la sécheresse, la rétention des argiles, on en parle un petit peu quand on parle de construction. La prévention des pollutions, qu'elles soient permanentes ou accidentelles. Quand on parle d'une pollution accidentelle, un camion qui se renverse avec des produits chimiques, c'est une pollution accidentelle. Une pollution permanente, c'est quand un usage d'un sol, de manière répétée, va générer de la pollution. Donc il faut traiter les deux. Et l'assurance d'une production agroalimentaire avec des impacts limités sur le milieu. Je vous rappelle juste que la vie, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Sauf que tant qu'on ne mange pas, on n'est pas vivant non plus. Donc la production agroalimentaire a besoin d'eau, mais il faut que cette activité agroalimentaire n'ait pas d'effet négatif sur l'eau. Je vais passer assez vite, mais vous dire que la gestion actuelle, c'est à la fois la législation française et les directives européennes spécifiques, notamment la directive cadre sur l'eau de 2000, qui permettent un cadre. Alors, elles délimitent les eaux, par exemple, elles disent sur quelle masse d'eau, quel type de masse d'eau on doit intervenir, on va y revenir. Elles délimitent ces directives à des objectifs environnementaux très stricts, et ça se résume au bon état des masses d'eau. Et elles disent qu'il faut qu'il y ait une mise en place de plans de gestion à l'échelle des districts. Un district hydrographique, en français, ça veut dire un bassin hydrographique. Et c'est là qu'on commence à parler d'agence de l'eau, de comité de bassin. Donc la législation française s'est modernisée. Elle a été traduite en gestion décentralisée par bassin versant, en approche intégrée et concertée, on va le voir tout à l'heure, et une approche économique qui est guidée par le principe pollueur-payeur ou préleveur-payeur. On va voir qu'il y a des problèmes financiers. Je vous disais qu'il y avait une gestion par bassin. Les bassins, le cadre législatif, en fait, l'instrument clé de la planification, c'est ce qu'on appelle les SDAGE. Je vais revenir souvent sur ce mot-là, mais c'est les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. C'est ce qui, dans un bassin, définit la politique de l'eau. Ce SDAGE, il a comme fondement juridique le maintien
ou l'atteinte du bon état écologique des eaux de surface et des eaux souterraines. Son périmètre, c'est le bassin versant. Et il y a une méthodologie qui vaut à tous les âges, c'est qu'on fait d'abord des études préalables. On dit pourquoi on est sur ce bassin-là, quelle est sa taille, où tombent les gouttes d'eau et où est-ce qu'elles finissent, pourquoi on ne met pas la limite ailleurs. On fait une analyse des pressions, des multipressions qu'il y a sur ce bassin, c'est-à-dire qu'on dit là c'est un bassin hyper agricole, ici c'est très urbanisé, et vous allez voir que quand je suis sur le Rhône, j'ai toutes les industries du Rhône qui ont un impact énorme sur la qualité de l'eau. Donc le plan de gestion du Rhône, il ne peut pas être le même que celui de la Seine-Normandie. Et puis derrière, on a un programme de mesure où on est obligé de faire participer le public et tous les acteurs de l'eau, que ce soit EDF pour ses centrales, que ce soit le monde agricole, que ce soit les associations de défense de l'environnement. Tous les acteurs sont concertés dans les comités de bassin. Et on fait intervenir les enjeux économiques parce qu'aucune directive, aucun plan de gestion ne peut être fait sans comprendre les effets économiques que ça induit. Un petit dernier mot pour vous dire que le Code de l'environnement, c'est l'instrument législatif donc, français, et l'ancrage de la politique de l'eau dans le Code, c'est par exemple un arrêté de mai 2005 qui détermine, qui donne la délimitation des bassins et des groupements de bassins pour l'élaboration des stages. Alors, la directive cadre sur l'eau, donc c'est la grande directive européenne de 2000 qui a réorienté toute la politique de l'eau en France. Cette directive, ses objectifs principaux, c'était de prévenir la dégradation des milieux, de promouvoir l'utilisation durable de l'eau, de renforcer la protection, vous arrivez à lire, vous n'avez pas besoin de moi, renforcer la protection et l'amélioration de l'environnement aquatique et assurer la réduction progressive et l'aggravation des pollutions. Et un petit mot sur inondation et sécheresse. J'ai presque fini avec les diapos pleines de mots. Cette directive, elle se base sur plusieurs principes et elle a des piliers. Le principe fondateur, c'est le statut de l'eau. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un prix de l'eau, mais le statut de l'eau, il est défini dans la directive cadre sur l'eau. L'eau est un patrimoine commun. Ça n'est pas un bien marchand. Néanmoins, de l'eau potable a un coût. C'est différent de le dire. Les principes de la politique environnementale à l'échelle européenne, c'est des principes de précaution, d'action préventive, principes de correction aux atteintes de l'environnement et de préférence à la source de l'atteinte de l'environnement. On essaye d'éviter d'agir à l'aval et d'agir plutôt à l'amont de la problématique. Et le principe du pollueur-payeur. Pour ce qui est des piliers, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une gestion par bassin, donc la gestion par bassin hydrographique. Un pilier d'intégration, c'est-à-dire qu'on a une approche globale et intégrée de toute la problématique de l'eau, ce qu'elle entraîne. On a parlé des valeurs économiques, on en a parlé des analyses des multipressions, etc. Donc pilier économique, pilier de contrôle de la pollution et pilier de la gouvernance. Alors, quelles sont les différentes eaux, les différentes masses d'eau qui sont intégrées dans cette directive cadre? On a les eaux de surface, les eaux libres en fait. C'est celles qui, dans mon schéma premier sur le grand cycle de l'eau, c'est ces eaux qui vont de l'amont à l'aval. Il faut que ce soit des eaux qui se déplacent pour parler d'eau de surface. Donc elles vont participer au transfert d'éléments, de pollution aussi, et elles vont participer aux inondations aussi, pour aller de l'amont à l'aval. On a ensuite les eaux souterraines, donc elles sont comprises dans les terrains, sous la roche, dans certaines roches. Alors attention, c'est pas comme si vous aviez un aquarium avec Nemo en dessous de votre sol. Une eau souterraine, c'est des rivières souterraines, c'est des lacs avec de l'apaisement souterrain. C'est vraiment un deuxième monde aquifère qui est sous la terre, avec différentes hauteurs. Quand on me demande, mais vous prélevez dans la molasse du Gâtinais ou pas? Bon, je sais pas,
Mais c'est selon la hauteur, vous n'avez pas la même chose, vous n'êtes pas dans le même ruisseau. Vous avez ensuite les eaux de transit, qui elles sont soit à la surface, soit légèrement sous le sol, qui sont les eaux entre la mer, donc entre les eaux salées, et les eaux douces. Souvent elles sont saumâtres, mais cette eau de transit, elle est extrêmement importante pour tout ce qui va pousser au-dessus et toutes les pressions qu'il va y avoir au niveau côtier. Entre l'eau de la mer, la salinité, le fait que beaucoup d'éléments qui sont sur Terre ne puissent pas pousser à cet endroit-là, et l'eau de la Terre qui descend par ruissellement. Et cette bande d'eau de transit est extrêmement importante pour la gestion de la biodiversité aussi. Vous avez les eaux marines qui sont proches du littoral. Alors dans la directive cadre sur l'eau, on ne s'intéresse pas au-delà, donc à l'eau de la mer, au-delà des eaux côtières. Et puis vous avez les eaux intérieures qui, elles, sont des eaux de surface non libres. Un lac complètement contenu, une bassine, ça ce sont des eaux intérieures. À partir du moment où elles sont stagnantes ou à très faible cours. Et les objectifs spécifiques de la DCE, ils sont sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. C'est pour ça qu'il était important de les définir avant. Sur les eaux de surface, la directive cadre sur l'eau, elle nous dit qu'il nous faut atteindre un bon état des eaux de surface, un bon état biologique, écologique et chimique. Quand on parle de bon état biologique, on était censé déjà l'atteindre 15 ans après la signature. Je vous rappelle juste que la signature, c'était en 2000. C'est raté, d'où le report et les dérogations. Mais quand on parle de bon état biologique, écologique, on parle de la faune, de la flore, de l'hydromorphologie, c'est-à-dire quand il y a des vitesses ou des méandres. C'est un état d'une rivière, savoir à quelle vitesse elle va. Parce qu'elle ne va pas se réchauffer de la même manière, parce que les habitants ne seront pas les mêmes selon la vitesse, et les risques d'inondation ne seront pas les mêmes non plus. Donc l'hydromorphologie est extrêmement importante. La profondeur, la continuité sédimentaire, les données physico-chimiques, la température, le pH et les polluants, tout ça, c'est à prendre en compte quand on parle du bon état. Et ce qui est important, et on le reverra tout à l'heure, c'est que quand on va classer une masse d'eau, on ne va pas dire « Ah, j'ai 8 données, j'en ai 7 dans le verre, ça va, c'est pas trop mal. » On prendra toujours la plus mauvaise valeur pour classer une masse d'eau. Parce qu'à partir du moment où vous avez un de ces états qui est dégradé, on ne peut pas considérer que la masse d'eau soit en bon état, même si tout le reste semble correct. Si j'ai une jolie rivière qui serpente avec une belle continuité des sédiments, mais que je mets de l'eau de javel au début, c'est pas la peine, ça ne marche pas. Et là j'ai mis le PGDH, en fait c'est les plans, le SDAGE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça c'est le nom européen. Donc les SDAGE, ce sont les plans qui permettent d'atteindre les bons états écologiques et chimiques des eaux de surface. Pour les eaux souterraines, on est à peu près sur les mêmes besoins, sauf que on interdit systématiquement dans les eaux souterraines tous les rejets de polluants de manière directe. Il n'y a pas de nappe souterraine où on fait un trou et on dit vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Oh mais allez-y, mettez-y de l'eau propre, on a confiance en vous. Non, aucun rejet dans les nappes. On rattache les eaux souterraines à des bassins hydrographiques. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'eau qu'elle ne fait pas partie d'un bassin en tant que tel. Donc quand on délimite un bassin, il est important de savoir quelles sont les eaux souterraines qui sont concernées. Et on a une surveillance qui est continue sur ces eaux souterraines avec un réseau de suivi et des données qui sont obligatoirement partagées sur la qualité de ces eaux souterraines en qualité et en quantité.
Donc ça, c'était pour les directives spécifiques. Je vais vous faire un petit laïus, j'espère assez court, sur les agences de l'eau. Donc les agences de l'eau, moi je siège à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est la plus grande, mais qui n'est pas la plus riche, ne vous inquiétez pas, vous êtes en Seine-Normandie, tout ira bien. L'agence de l'eau, elle a un rôle principal, c'est d'être l'opérateur financier de la stratégie de la directive cadre sur l'eau en France. Il y a une agence de l'eau par bassin. C'est le bras armé, le bras financier de la politique de l'eau sur le bassin. Donc elle met en œuvre le principe de gestion intégrée en s'occupant des comités de bassin. Elle récupère toutes les redevances. Les redevances de l'agence de l'eau, c'est ce que vous payez tous sur votre facture d'eau, mais pas seulement. C'est ce que EDF et Areva payent sur ces usines d'hydroélectricité. C'est ce que les agriculteurs payent, c'est ce que les industriels payent. C'est vraiment la redevance agence de l'eau. Mais l'agence de l'eau, en contrepartie, elle finance. Elle finance pour des stations d'épuration qui soient aux normes. Elle finance pour refaire des réseaux d'eau potable qui fuient un peu moins. Je vous rappelle juste qu'on essaye péniblement d'arriver à 60% de rendement. C'est-à-dire que 6 litres pour 10 litres sont prélevés et finissent dans les robinets. Alors, bon, il faut qu'on arrive à 80, mais il y a des collectivités qui ne sont pas à 50. Quand vous avez des passoires à la place des tuyaux, il faut investir. Donc c'est l'agence de l'eau qui répartit ces financements. Elle gère donc le bassin et elle fait le pilotage écologique puisque c'est elle qui est l'opérateur centralisateur de toutes les données scientifiques sur le bassin et de toutes les données que je vous ai dit tout à l'heure sur aussi les eaux souterraines. L'agence de l'eau, elle doit combler le fossé financier et opérationnel qu'il y a entre l'état actuel des eaux et l'état projeté, donc à horizon 2027, avec les directives cadres sur l'eau qui disaient le bon état écologique de toutes les masses d'eau. Donc elle doit mobiliser des ressources pour financer les mesures nécessaires, qu'elles soient curatives ou préférentiellement qu'elles soient préventives. Les niveaux de gestion. Alors, c'est là qu'on rentre dans le millefeuille. La directive cadre sur l'eau organise la gestion de l'eau comme une poupée russe. Le cadre communautaire englobe la politique nationale qui désigne des autorités pour administrer de vastes districts qui sont de vastes bassins hydrographiques chez nous, lesquels pilotent à leur tour des planifications détaillées par sous-bassin. Et donc on a une exécution des mesures au niveau des acteurs locaux. Si je vous demande qui décide d'une campagne de prévention contre le gaspillage de l'eau dans vos foyers, vous dites, qui est-ce qui est capable de me dire ce que je dois faire à la maison? Le maire, le préfet, le gouvernement. C'est une campagne, donc ça devient national, c'est l'État et c'est le ministère. Par contre, qui fixe le montant de la redevance pollution que vous avez sur votre facture? Eh bien là, c'est le programme de l'agence de l'eau. Donc c'est votre agence de l'eau locale qui détermine dans ses plans d'action quel est le niveau de redevance qui va tomber sur votre facture. J'avais un troisième cas. Qui va établir la zone protégée autour d'un captage d'eau? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait en sorte de combattre les pollutions accidentelles et les pollutions dites permanentes ou récurrentes. Pour combattre une pollution accidentelle, on interdit par exemple aux gens d'avoir une cuve à fioul quand ils sont à 10 mètres d'un captage d'eau. On interdit à une entreprise ICPE, c'est les entreprises à risque de pollution, de se mettre dans la zone du captage d'eau. Mais qui va délimiter cette zone de captage? C'est la préfecture. La préfecture avec l'ARS. Donc on est encore sur un autre niveau.
et ça a sauté, mais ce n'est pas grave. Oui, vous voyez la bonne chose. J'avais un petit dernier. Qui décide d'investir dans le renouvellement d'une canalisation d'eau potable? Ça fuit. Vous êtes sur la commune de Mardier. Non, elle ne fuit jamais, la commune de Mardier, c'est la plus jolie, c'est même bien. Vous êtes sur la commune d'Orléans. Il y a une fuite importante sur votre réseau. Une réparation, deux réparations, c'est bon, c'est de la fonte des années 70, il va peut-être falloir réparer ça. Mais qui va pouvoir investir? On n'est pas dans le cadre d'un plan du type d'âge, mais en même temps l'État me dit qu'il faut que je fasse attention à mon rendement. Eh bien là, ça va être votre commune ou votre PCI, je ne suis pas sûre que ça vous parle comme le PCI. L'établissement public de coopération intercommunale, c'est les métropoles, les communautés de communes, etc. Donc c'est celui qui va avoir la compétence eau potable qui va décider de faire cet investissement-là. Des investissements qui deviennent très vite très très lourds et qui vont peser sur la facture, parce que je vous expliquerai que le budget de l'eau dans ces collectivités, c'est un budget circuit fermé. C'est-à-dire que l'eau paye l'eau. Vous ne pouvez pas récupérer sur les impôts, même du plus riche du village, pour payer l'eau. Il n'y a que les consommateurs d'eau qui apportent de l'argent pour payer l'eau. C'est particulièrement important quand on est sur une collectivité où on a un gros problème de pollution et il va falloir traiter l'eau. Les différents bassins, tout à l'heure je vous ai demandé, vous étiez 4 à reconnaître votre bassin. Alors là j'ai pris cette carte au syndicat de Rivière où je suis vice-présidente, le CIPCA, pour vous montrer qu'on est bien au centre du monde. Non, je l'appelle le centre de la France. Donc vous avez le bassin Seine-Normandie qui est le bassin sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le bassin le plus riche, mais parce qu'il a de bonnes raisons d'être le plus riche. C'est là où il y a le plus d'entreprises et d'habitants surtout. Et je vous rappelle que les redevances qui font vivre les agences de l'eau, elles sont payées sur les factures. Vous avez le bassin Adour-Garonne qui a des gros problèmes en bleu, qui a des gros problèmes avec la sécheresse et lui avec la quantité d'eau qui arrive pas jusqu'au robinet, qui arrive même pas jusqu'au forage. Le bassin Rhône-Méditerranée qui a eu des gros problèmes de tempêtes, de crues sévenoles et des catastrophes de ce genre-là, puisque c'est un endroit où il fait très très chaud l'été. Et quand le delta de température se fait, arrive à l'automne, on a des problèmes de crues sévenoles. Il y a des problèmes de pollution très importants sur ce bassin-là, liés au bassin du Rhône, sur les industries pétrochimiques autour de Lyon. On a vraiment un problème de pollution. Et puis, vous avez deux bassins au nord, l'Artois-Picardie. Il y a 2 ans et demi, il y a eu de très très grosses inondations en Picardie. Je connais un peu moins bien le bassin du Rhin. Et par contre, celui de Loire-Bretagne, vous avez vu comment il s'étend. Vous imaginez bien que quand on a un SDAL, donc un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur un bassin de cette taille-là, on est obligé de le redécouper par sous-bassin, puisque un ordre qu'on va donner à Brest n'est pas cohérent à Limoges. Et donc en rouge, le syndicat de Rivière, le CIPCA, qui est maintenant internationalement connu. Les sources de recettes, vous avez en orange là, 72% des services publics, eau et assainissement, c'est le consommateur. Mais c'est même plutôt 80%. Pourquoi? Parce que vous avez en bleu les redevances agences de l'eau. Sauf que les redevances agences de l'eau qui reviennent aux métropoles, par exemple, qui distribuent l'eau, elles sont payées aussi par les consommateurs. Donc c'est juste l'agence de l'eau qui fait boîte aux lettres et qui redistribue selon les projets. Elle applique une politique dans sa redistribution financière. Donc ensuite on a les prélèvements et les taxes de l'État. Bon, en fait le budget de l'État, je vous rappelle juste que c'est nos impôts aussi. Donc c'est bien nous aussi, mais c'est plus indirect. Les subventions publiques, c'est les seules choses qui peuvent ne pas avoir été fléchées au départ et finir dans le cycle de l'eau après.
Donc les consommateurs, les usagers, par année, c'est à peu près 14 milliards d'euros, puisque ça c'était il y a déjà presque 10 ans, 14 milliards d'euros hors taxes qui viennent des usagers et qui vont pour la politique de l'eau. Les dépenses qu'il y a en face, c'est très majoritairement les dépenses d'exploitation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, pomper l'eau, il faut de l'électricité. La traiter, il faut des produits chimiques. Il faut aussi des produits technologiques très importants, qui coûtent très cher. Il faut des surpresseurs, il faut des bacs à sable, il faut des dégrilleurs au niveau d'assainissement. Les stations d'épuration, ça coûte extrêmement cher à faire fonctionner. Alors ça coûte cher à l'investissement, mais ça coûte surtout très très cher à faire fonctionner. On a, après cette exploitation, les frais d'investissement, donc c'est en milliards, 6 milliards à peu près par an, et ça c'était c'était en 2023 je crois, dans le slide, parce qu'il y a des dépenses. Donc là c'est tout ce qui va être en lien avec les travaux sur le réseau, les usines de traitement. Tout à l'heure je vous donnerai quelques chiffres en exemple. On se construirait de belles maisons avec cet argent-là. Les frais financiers, c'est parce que en fait, tous les services publics d'eau et d'assainissement ont de plus en plus recours à l'emprunt. À chaque fois que vous avez un emprunt, vous avez des frais afférents. Comme on dit qu'on paye surtout notre taux d'intérêt, nos intérêts sur les emprunts, ben là c'est un petit peu pareil. C'est comme pour les emprunts de l'État ou à la maison, les frais financiers sur l'endettement, ça revient très très cher. Donc on a une dépense totale annuelle de près de 16 milliards d'euros. Alors, comment est-ce que ça peut perdurer? Comment est-ce qu'on peut équilibrer cette balance entre les recettes et les dépenses pour un service public qui est aussi essentiel mais qui est de plus en plus dégradé par la pollution et par le dérèglement climatique. C'est juste la balance financière. En fait, on peut considérer qu'on arrive devant un mur d'investissement. On a de moins en moins de consommation d'eau. Or, 80% de ce que nous payons, la part orange tout à l'heure, les 72% des services publics, là, et bien, c'est calculé sur nos mètres cubes d'eau. Donc, vous voyez bien que si vous consommez moins d'eau, forcément, vous allez moins alimenter le budget du service public eau. Mais en même temps, vous voulez une eau toujours de qualité, toujours potable. Et comme les polluants sont de plus en plus recherchés, ils sont de plus en plus présents, et que l'eau se fait de plus en plus rare, donc il faut aller la chercher plus loin avec plus d'investissement, on a un déséquilibre complet de cette balance. Donc on arrive devant un mur d'investissement où on se dit qu'on a une baisse de 3 à 4% sur ce qui constitue déjà 80% aujourd'hui de notre recette, alors qu'on doit augmenter de près de 40 à 50% nos dépenses. Comment est-ce qu'on peut y arriver? On va le dire après. Je ne vais pas vous laisser sans réponse. Mais pour vous expliquer pourquoi il y a de plus en plus de polluants, il faut savoir ce qu'on entend par polluant. En fait, c'est toutes les normes de qualité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau que nous prélevons et qui ne devrait pas y avoir dans l'eau que nous buvons? Et les nitrates, tout à l'heure je vous en ai passé, on parlait, on a de plus en plus de ce qu'on appelle les arrêtés nitrates, c'est-à-dire qu'un préfet dit « Oh là là, ça y est, il y en a trop, vous n'arrivez plus à le traiter, on coupe le forage ». Mais on coupe le robinet. Du jour au lendemain, nous n'avons plus de solution pour alimenter une partie d'un village, de 3 villes, ça dépend des endroits. Les nitrates, ils sont issus des engrais principalement et des effluents d'élevage, surtout en Bretagne avec les élevages intensifs. Les eaux usées, ce ne sont que les concentrations des autres eaux. Donc par définition, une eau usée, elle n'est pas plus propre que l'eau que l'on boit. Donc les polluants se retrouvent concentrés dans les eaux usées.
Sauf que quand les eaux usées sont maltraitées, pas au sens psychologique du terme, quand une eau usée est mal épurée, par exemple parce que vous avez un assainissement individuel, vous avez une fosse septique qui ne marche pas très bien, et bien vous relarguez dans la nature encore plus de polluants que ce qui était rentré. C'est le cas de certaines zones rurales qui n'ont pas la possibilité d'avoir un système d'assainissement gravitaire très simple à mettre en place. Parce qu'un système d'assainissement gravitaire, il ne faut pas que vous soyez d'un côté de la montagne et puis que l'assainissement soit de l'autre côté de la montagne, par exemple. Parce que s'il y a 8 km de tuyaux à faire pour une maison, ça ne passe pas. Ce n'est pas un investissement qu'on peut faire. Et il faut bien savoir qu'à la charge du propriétaire de faire un assainissement individuel, c'est autour de 15 000 euros. Tous les propriétaires de France n'ont pas les moyens de mettre 15 000 euros pour refaire leur assainissement. Pourtant, ils sont pollueurs. Les phosphates, principalement issus des engrais et des détergents. Jusqu'à il y a quelques années, on en avait des phosphates dans nos lessives. C'est bien, ça fait des bulles, mais c'est beaucoup moins bien à ingérer. Les matières organiques, alors c'est une décomposition naturelle, vous fournissez de la matière organique, sauf que vous n'êtes pas prêt à la consommer derrière, et bien moi non plus. Les métaux lourds, le plomb, le mercure, le cadmium, alors il y en a beaucoup dans l'industrie, il y en a aussi qui se font de manière plus ou moins naturelle, les lessivages des mines, où on a un peu d'arsenic naturel dans certaines forêts. Bon, c'est quand même assez rare que ce soit un arrivage naturel. Les pesticides, herbicides, alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a tellement que je ne pourrais même pas vous dire, mais en règle générale, c'est les grandes cultures. Le maïs est friand de ces choses-là. Les PFAS, on va faire un petit zoom là-dessus, parce qu'ils ont un nom sympa, mais on en entend beaucoup parler. Alors, je suis un peu en colère après un dernier article qui n'a pas tout à fait dit la vérité. C'était l'UFC Que Choisir, repris par Le Monde. Ils ont oublié qu'on avait fermé un forage chez moi exprès pour ça. Ils ont fait croire qu'on continue à distribuer de l'eau polluée. Mais c'est pas grave, ça c'est perso. Les hydrocarbures, son nom le dit, c'est les combustibles. Les combustibles, il y a des hydrocarbures, sauf qu'on a des relargages parfois. Même quand on n'est pas au bord de la mer, il n'y a pas que les bateaux qui relarguent des hydrocarbures. Un nettoyage mal fait au mauvais endroit, fait par quelqu'un de mal intentionné sur une route. Sauf que la route, elle est lessivée par de l'eau. Elle finit dans un réseau d'eau pluviale, qui, une fois sur deux, finit dans un réseau unitaire avec les eaux usées. Et hop, station d'épuration. Sauf que les carburants, vous ne les enlevez pas de la même manière que vous enlevez des matières organiques. C'est beaucoup plus difficile à traiter. Je me souviens, dans mon petit village, dans la rivière, il y a un tracteur qui est tombé dans la rivière. Sauf que le tracteur, il marche à l'essence. Et le petit bonhomme qui était dans le tracteur, il a réussi à sauter sur le toit, mais l'essence, elle est aussi sortie du tracteur. Donc, essence et huile dans une rivière, ça ne fait pas bon ménage par rapport aux poissons. C'est pas très facile de respirer là-dessus. Et on a enfin les PCB, les polluants organiques persistants qui sont vraiment des rejets chimiques industriels. Il y a un peu de dépôt, mais c'est epsilon par rapport au risque. Là, je ne vous cite que les polluants principaux. Vous imaginez bien qu'il y en a d'autres. On va faire un petit zoom sur les PFAS, les perfluorés. Les PFAS, il y en a partout. Alors, je mets la source, c'est l'usine. Mais l'usine, elle fabrique alors les poils Tefal, oui, d'accord, il y en a dans les poils Tefal. Il y en a aussi dans du maquillage. Il y en a aussi dans des vêtements de pluie. Il y en a aussi dans l'enrobage de certains engrais, pour être sûr qu'ils ne se dégradent pas trop vite et qu'ils restent persistants, qu'ils ne sont pas lessivés. Il y en a aussi dans la mousse anti-incendie. Et quand vous avez, parce que c'est arrivé dans une commune chez nous, un accident industriel sur une usine de produits chimiques, accident éteint avec une bonne dose de mousse anti-incendie,
puisque situé juste à côté du SDIS, tous les pompiers rentrent à la caserne, on lessive les camions, on lessive les tenues imperméables des pompiers, on est en train de charger une nappe en PFAS. Aujourd'hui, forage fermé, il y a une contamination de ce forage-là, et très probablement, à cause de cet incendie et de l'extinction de cet incendie, puisque les PFAS, c'est plus d'une vingtaine de molécules, et ce sont des molécules qui ne se dégradent pas. C'est pour ça qu'on appelle ça des polluants éternels. Des molécules qui peuvent rester des dizaines, voire des centaines d'années, et qui ne passent pas tout de suite dans l'eau. C'est-à-dire qu'elles vont se combiner entre elles. Elles vont rester un petit peu sur leur rocher, dans un milieu souterrain, par exemple. Elles ont été lessivées une première fois, elles ont trouvé un point d'accroche. 10 ans après, il y a une petite inondation en souterrain. Je vous ai dit que c'était comme la rivière. Hop, on va lessiver la cave, le dessus de la voûte. Pof, on va décrocher une bonne proportion de PFAS. Et c'est pareil avec tous les polluants qui restent très longtemps. Ils se combinent entre eux. Ils font des cocktails qui sont dits explosifs et on les retrouve. Alors, on ne les cherche pas depuis longtemps. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Avant, on ne les cherchait pas. Et quand je vous ai dit qu'Olivier en avait plus dans les cheveux, c'est parce qu'avant, on en utilisait encore plus. Par chance, on en utilise de moins en moins. Mais comme ceux qui ont été utilisés par mes parents, vos parents et nous, jusqu'à il y a quelques années, ils ne se sont pas dégradés. Donc ça s'accumule petit à petit dans notre environnement. Je vous ai remis les dernières news sur la question, parce que ça une action sur l'humidité. Le 20 octobre, le deuxième village des Vosges a été coupé en deux. Il n'y a plus d'alimentation d'eau potable, distribution d'eau en bouteille dans ce village des Vosges parce qu'il y a une contamination PFAS. L'eau en bouteille, c'est pas le 5 grammes non plus pour le plastique, mais il y a moins de PFAS. Le ministère de la Transition a poursuivi une mise en œuvre du plan interministériel en incluant la surveillance des incinérateurs et des stations d'épuration d'ici 2028. Je vous ai dit que les stations, ça allait nous coûter de plus en plus cher parce qu'il ne va pas falloir que les PFAS ressortent de nos stations. Aujourd'hui, quand on arrive à traiter les PFAS, on les met dans des charbons, dans des gros filtres à charbon. Sauf qu'après, on les incinère, ces filtres à charbon. Et les PFAS, ils finissent où ? Dans un nuage qui retombe un petit peu plus loin. On n'a pas la solution, puisqu'on est dans du curatif et pas du préventif. Il y a un événement symbolique qui a marqué les esprits en cette fin d'année. Tous les ministres de l'environnement de l'Union européenne qui ont accepté d'être testés, ainsi que la commissaire à l'environnement, sont tous contaminés au PFAS. Il n'y a pas d'exception. Pourtant, ils ne doivent pas faire des bêtises, sinon ils doivent manger bio, faire tout ce qu'il faut. Et cette contamination, elle existe bien. Et puis, il y a un gros rapport de l'ANSES qui est tombé à la fin du mois d'octobre. Vous saurez comment les retrouver. Cette petite carte européenne, elle nous met en rouge tous les points de contamination connus au PFAS. C'est pas la migration des oiseaux, ça. La Seine, vous pouvez la voir là, même si vous ne connaissez pas votre géographie. Le Rhin, c'est pas mal non plus, ça passe bien. Le Rhône, le delta, il est tout à fait visible. Donc, personne n'est épargné de cette pollution. C'est un réel problème. Et l'ampleur n'est même peut-être pas encore complètement envisagée. Ah oui, non, mais c'est pas cool, quoi. C'est une question des bassins industriels. Ça suit complètement les bassins industriels. Alors, on a eu la chance dans notre promotion d'aller faire un voyage d'études à un endroit qui était vraiment tout rouge. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a peut-être
bassin industriel des Pays-Bas, il n'est pas bien propre non plus. Donc on a vraiment un suivi des bassins industriels qui est là. Du coup, je vous ai dit que l'augmentation de ces pollutions, le réchauffement climatique, donc moins d'eau de moins bonne qualité, ça va faire exploser les coûts. Je vous mets deux petits exemples. Donc l'UFC Que Choisir, qui a fait un bon reportage cette fois-ci, c'est pas bien de dire ça. À chaque fois, c'est des bons reportages, mais qui explique pourquoi le coût de l'eau va nécessairement exploser. L'eau et l'assainissement, voilà, on est bien sur les services publics eau et assainissement. Le monde, le prix de l'eau augmente partout en France à cause, en raison du changement climatique. Et deux exemples, en Vendée, la dernière usine de production d'eau, 25 millions. Faire des jolies choses avec 25 millions. En Vendée, on se fait de l'eau. À cause des eaux de transit en Vendée. C'est elles qui posent le plus de problèmes. Alors, ils ont une contamination en nitrate très importante. Mais je vous ai dit que l'eau, entre l'eau salée et l'eau douce, il y avait une espèce de barrière. Et cette barrière-là, en Vendée, elle pose problème parce que l'eau salée repousse cette barrière d'eau douce. Et les forages qui sont trop près de la mer, ils sont mis en péril. Donc, on est obligé de s'éloigner et de purifier encore plus. Ils sont en train de tester quand même de mettre à la consommation de l'eau potable qui est issue du reuse ou du reuse, réutilisation d'eau usée. On est capable de repurifier tellement l'eau, alors à un coût démesuré, mais on repurifie tellement l'eau qu'on est capable de la boire à Lyon, un investissement, des filtres à charbon contre les PFAS et les nitrates. 6 millions d'euros d'investissement, 600 000 euros par an de frais de fonctionnement supplémentaires pour les laver et les remplacer. C'est un gouffre financier. On va tous y passer. Je vais parler sans la présentation. Je suis déconnectée d'Internet. Bon, comme j'ai le chat, je vais parler quand même. En attendant que ça se reconnecte, atteindre. Je voulais vous... Je suis fâchée parce que je voulais la faire. Puisque j'ai plus de présentation, je voulais vous parler de Capone. Je suis arrivée, moi, comme prof de lycée, dans une politique de l'eau où je connaissais à peu près que le BABA, ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je ne connaissais pas plus que ça. Et on m'a dit, attention, il va falloir que vous choisissiez entre la régie et la DST. C'est quoi cette chose-là? La régie, c'est une façon de gérer un service public avec des agents de la collectivité de faire avec les moyens du bord. En gros, c'est ça. Et la DST, c'est la délégation de service public. Donc, il y a une entreprise, faites le boulot parce qu'il faut rendre un service public efficace. Dis-moi, vous aurez moins cher, plus efficace. Faites attention, c'est la politique, ça va. Oui, d'accord, le moins cher et plus efficace. Alors, ceux qui sont situés par là, politiquement, je ne dis pas que c'est, vont vous dire qu'il faut de la régie, que de la régie. Et ceux qui sont par là vont vous dire qu'il faut de la DST et que de la DST. Moi, je ne veux pas faire de la politique avec la couleur de là ou la couleur de là. Moi, je veux que ce soit efficace. En fait, la gestion de l'eau, c'est pas aussi simple que ce qu'on imagine. C'est une pression constante entre une vision du monde
horaires ou le truc, j'ai dit, bah, on va faire 55 mois. Hein? Là où la régie, elle fonctionne bien, on va continuer avec la régie, là où ça ne fonctionne pas, on va aller chercher un délégataire. Mais c'est pas si simple que ça. Quelques mois après, on a fait, il va falloir regarder les tarifs. Vous voulez un tarif solidaire ou un tarif incitatif? Bon, je préférerais être incitatif et solidaire. Allez, ça marche pas. Parce que si vous faites incitatif, ça veut dire que ceux qui consomment pas beaucoup vont presque pas beaucoup payer pour leur dire arrêtez de consommer trop d'eau. Et ceux qui consomment beaucoup, ils vont raquer par rapport à l'expression. Ça, c'est l'incitatif. Sauf que quand vous êtes une famille nombreuse, ça n'est pas du tout le solidaire. Et puis quand vous êtes une entreprise qui emploie plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, et que vous avez des obligations liées à l'eau, vous risquez de mettre la clé sous la porte parce que vous avez fait l'incitatif. Je me suis retrouvée avec mon bureau, un chef d'entreprise qui m'a dit mais moi je ne peux pas dépenser 1 million d'euros pour l'eau par an. Je ne demande plus, vous pouvez dépenser tout ça. Parce que j'ai un abattoir, je suis bien obligée de nettoyer. Et en même temps, on a un plan eau au niveau national qui nous dit il faut faire des tranches, il faut faire l'incitatif. Donc on essaye de marier la cheval le chou et d'être efficace, de faire des tranches qui soient adaptées au plus grand nombre dans notre collectivité. Ça veut dire qu'il faut connaître la taille des ménages, la consommation moyenne des ménages, sa collectivité, dans cette décision. Et puis dire que le politique d'une étiquette ou d'une autre étiquette, mais il va falloir se mettre d'accord, parce que je suis tout pareil. Sur une métropole où vous avez 24 communes, 24 couleurs politiques différentes. Et puis on m'a dit, mais on a des investissements à faire. Est-ce que vous voulez qu'on les mette sur ce qu'on appelle des conduites de secours, c'est-à-dire des renforcements entre les différentes communes, ou est-ce que vous préférez qu'on le mette dans une usine de décarbonation? Ça coûte combien ça? 6 millions d'euros. Et après ça fait, parce que vous avez peut-être du calcaire dans votre eau, pas grave, ça va. Ah, mais vous allez faire des économies de logement. Si vous faites une usine et vous enlevez le calcaire, c'est-à-dire que les gens ne vont pas aller chez eux. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de changer leur bouilloire tous les 6 mois. Et puis pas obligés de changer leur linge tous les 2 ans. Et puis maintenant, ils devraient mettre plein de produits pour nettoyer leur salle de bain. Donc elle est comme au foot qui va faire le dosage de leur produit à gel. Bon, bah allons-y. Ah oui, mais on va bien vous dire, en même temps, il faut aussi qu'on sécurise, parce que là, on vient d'avoir une alerte sur une déshydratation sur la commune de la Chapelle. C'est quoi le déshydratation? Eh bien, c'est un dérivé de la phasine. Oui, super. Et c'est quoi la phasine? C'est un engrais qui est interdit depuis 20 ans. Ouais. Et comme on a de l'eau qui a 30 ans, bah, on en a de plus en plus. Ah oui, parce qu'ils en ont mis de plus en plus avant d'être interdit. Ils sont corrects. Et on fait comment pour enlever les dérivé de la phasine? Ah, bah là, il va falloir que vous investissiez une usine. 5 millions? Oui, 5 millions. 300 000 habitants, un mandat de 6 ans, plusieurs usines à construire. Sauf que les tarifs de l'eau, on ne peut pas les multiplier non plus. Je ne pense pas que le message puisse continuer et j'aimerais autant que vous puissiez vous parler, que vous puissiez poser des questions, mais je voudrais juste vous dire qu'on rentre dans un labyrinthe. On essaie d'allumer la lumière, on se rend compte qu'il y a encore un autre labyrinthe dans le labyrinthe. Mais normalement, quand on regarde les narines dans l'eau, on peut respirer longtemps dans un labyrinthe. Donc ça doit marcher. On est tous capables de prendre une porte et de comprendre ce labyrinthe-là. Et je vous vois super concentré, soit sur le téléphone, soit sur vos dessins. C'est bon. J'espère que vous êtes pas noyés. Normalement, il y a quand même un peu de son. On verra si ça se reconnecte. Merci.
recyclage d'eau et ce cycle s'arrête aujourd'hui. Plus rien ne marche. Combien de temps on a, combien de temps on a combien de temps on survit finalement? Parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on va chercher de l'eau quelque part, on ne va plus avoir d'eau qui tourne par notre robinet, je ne sais pas, mais bon, donc en fait, on est très dépendant de tout ça. Et alors, une deuxième question, je vois que de plus en plus on entend dans les informations que l'eau est douteuse. L'eau de robinet est douteuse. Et donc j'ai l'impression qu'il y a aussi une poussée pour la consommation d'achat de bouteilles. Par exemple, je vois que mes parents ont acheté depuis des années des bouteilles d'eau, ayant peur que l'eau ne soit pas potable au robinet. Et donc je ne sais pas comment ça se mesure, cette situation aujourd'hui, dans une commune comme la tienne. Combien de temps on pourrait survivre sans que ça marche? Alors, la première partie de la question est vraiment... il n'y a pas de réponse unique. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous êtes, si vous êtes plus ou moins près de la réserve, vous allez vivre plus longtemps que ceux qui sont au bout. En gros, c'est ça. On ne vit pas très longtemps sans eau, on n'est pas aujourd'hui en capacité de purifier de l'eau à notre propre échelle. La version nuit culottée ou retour à l'instinct primaire pour l'eau, ça ne marche pas longtemps. Hein. Vous allez faire bouillir de l'eau de pluie, mais vous allez quand même être malade. Donc, sans ce système-là, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Maintenant, l'eau du robinet est-elle si mystérieuse et aussi peu fiable que ce qu'on imagine? L'eau du robinet, elle est encore plus contrôlée que l'eau en bouteille. Ça, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir du plastique. Alors, il y a une étude qui disait que vous avalez au cours de votre vie l'équivalent en plastique. Il est interdit de trouver des codes. Une carte bleue. Juste avec ce que vous mangez et ce que vous buvez. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais l'image est quand même... disons que c'est pas une gold, quoi. Hein? Mais on a un transfert des plastiques ici que nous n'avons pas dans notre robinet. Néanmoins, tous les délégataires d'eau potable le savent, toutes les collectivités le savent, en cas d'urgence, nous sommes obligés d'avoir des bouteilles d'eau. On a eu un problème sur la commune il y a 3 ans, un rejet de CVM. C'est quoi les CVM? C'est des petites molécules de plastique. Quand les canalisations ont été faites en plastique dans les années 80, juste avant les années 80, elles ont tendance, avec la chaleur, quand l'eau passe pas assez vite, de relâcher ces molécules-là qui sont cancérigènes. Donc quand on trouve des CVM, eh ben on coupe l'eau. Alors, soit on fait des purges, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de CVM, soit on distribue des bouteilles en plastique, c'est des CVM autorisés, payants. J'exagère un petit peu, mais pas beaucoup. Les bouteilles en plastique, elles ont une valeur en situation d'urgence, mais au quotidien, elles sont quand même 300 fois plus chères. Alors, ça dépend de la marque de votre bouteille en plastique, si vous aimez les bulles ou pas. Hein. Mais, enfin, qui irait acheter son pain 300 fois plus cher? Ah, voilà. Donc, il suffit d'ouvrir le robinet. Et on est plus contrôlé que dans les bouteilles en plastique. Mais nous avons beaucoup moins de moyens pour faire des communications. C'est un sujet qui... C'est peut-être le problème, en fait, c'est un sujet qui ne passionne pas vraiment. Et moi, je suis passionnante. Ben, je me suis, t'es passionnante. Mais c'est un sujet, en fait, qui n'inspire pas, et pourtant, il est crucial. Comment c'est possible d'avoir un sujet aussi crucial qui n'inspire pas? Les gens viennent nous voir sans cesse. Parce qu'il y a un trou sur la route et qu'il y a un enfant qui pourrait se prendre les pieds dedans. Parce qu'il y a une plante verte qui
plus trop sur le côté. Parce que la façade du voisin est pas de la même couleur, mais tout ce qui est sous terre, le monde s'en fout. Est-ce que vous avez déjà vécu avec une pénurie d'eau? Ah non. Alors pourquoi vous vous inquiétez? Notre société ne connaît pas la pénurie. Donc notre société n'a pas peur de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et je ne souhaite pas qu'elle le connaisse. S'il est passé la bonne parole, et faire en sorte de boire l'eau du robinet plutôt que de l'eau en plastique, dit-elle. C'est moi qui t'ai apporté. Oui, et vous voyez, dans toutes les collectivités, on fait des espèces de banquets de temps en temps. Alors, on ne trouve pas des aînés. Nous, on fait la soupe du maire. C'est sympa, ça. C'est dans la semaine prochaine, on va faire la soupe du maire. Il n'y a pas que moi qui épluche les légumes pour les 150 personnes, mais on fait la soupe du maire. Eh bien, j'ai imposé depuis bientôt 6 ans, je ne veux plus de bouteille d'eau. Eh bien, j'ai une adjointe qui est arrivée avec sa bouteille d'eau. Ah, je ne veux pas tomber malade. Mais ce sont des habitudes qui sont ancrées, parce qu'il y a peut-être, sorti de la guerre, on avait peur de tomber malade, tout simplement. Et on entend encore, hein, j'ai des parents d'élèves qui me demandent pourquoi je ne mets pas des bouteilles d'eau à la cantine. Et quand même, ils ont mal au ventre, elle est trop froide, elle n'est pas bonne. Hein. Elle n'est pas bonne. Le forage de Cristalline est à moins de 5 km du forage de la ville d'Orléans. Donc, elle n'est pas bonne, c'est la même, mais moins chère. Vous avez d'autres questions? Est-ce que les filtres qu'on peut utiliser chez soi, ils peuvent aider d'une manière ou d'une autre, et s'ils sont efficaces ou ça sert à rien? Vous n'avez pas de part financière dans ces entreprises de filtres? Parce que sinon vous n'allez pas apprécier la réponse. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Le seul moyen d'avoir une eau du robinet qui soit plus agréable, c'est de la mettre dans une carafe et de laisser un petit peu le chlore s'évaporer. Parce que le seul truc qui est un peu désagréable, c'est que le chlore ne soit pas très bon goût. Et encore, c'est quand vous n'êtes pas loin de l'endroit où on a chloré, vous le sentez. Tout le reste, c'est un argument marketing auquel je ne contribuerai pas ce soir. Mais si vous en avez une, vous pouvez vous en servir en vase. C'est joli. Ça vous fera une bonne occasion de vous faire offrir des fleurs. Oui, il vaut mieux boire de l'eau du robinet. Oui, ben, elle avait des parts. Elle avait des parts dans cette société pour... J'exagère un petit peu. Oui, c'est en fait. À Marseille, ils demandent à ne pas mettre autre chose que l'eau du robinet dans les bibous. C'est une eau de très très bonne qualité, l'eau marseillaise. L'eau marseillaise est une très bonne qualité, elle vient des montagnes qui sont juste au-dessus. Il y a des très grands réservoirs au-dessus de Marseille. C'est une eau de très très bonne qualité. Bon, ça vaut pas celle d'Orléans, mais ça c'est juste parce qu'elle a la signature. Mais non. Les eaux du robinet sont de très bonne qualité et vous recevez votre facture avec le bilan de l'ARS. Vous savez ce qu'il y a dedans. Comparez avec votre Volvic ou votre Cristalline ou votre San Benedetto. Oh, elle vient d'Italie en plus. Elle a fait du chemin celle-ci. Mais vous verrez qu'il y a la même chose. Et là, ils se sont fait un petit peu attraper parce qu'ils faisaient des traitements aux UV sur certaines eaux. Je crois que c'est pas Perrier, c'est Perrier. Alors, les traitements aux UV, on peut en faire sur les eaux. Hein. Les UV, ça n'a pas de coût. Mais c'est interdit pour une eau que vous êtes censé vendre à ce prix-là et vous ne déclarez pas votre traitement.
Eux sont censés prélever de l'eau de luxe et revendre de l'eau de luxe. Bon, comme le luxe, c'est plus ce que c'était, ils refont la peinture. Hein, donc de temps en temps, un petit traitement par-ci, un petit mélange par-là, et hop, on va laisser passer. Nous, quand on fait un traitement, c'est parce qu'il y a une non-conformité risquée, donc on prend les devants, on filtre, on l'écrit, tout le monde sait par où ça passe, et tout le monde a le résultat à la sortie de l'usine. Mais on n'a pas les mêmes agents de communication. Je suis moins bien payée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous me ferez le plaisir de boire le robinet juste ce soir avec... Vous la faites chauffer avec une tisane, ça passe. Merci.